Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Coésie FM, le 106.9 pour ce temps de parole évidemment, en direct à la radio et à la télévision, effectivement comme le disait Flo à l'instant, tous les ans ils viennent nous rendre visite, c'est le Conseil national de l'ordre des médecins et c'est Walter Vorwer qui est avec nous, le secrétaire général. Monsieur Vorwer, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation, comme tous les ans quasiment, à chaque fois vous répondez présent. Il n'y a pas de raison de refuser. Le café est très bon chez nous. On va le dire, mais c'est pas suffisant. Alors c'est pas suffisant. Non, il y a une vraie raison. Les plaisanteries à part, il y a une vraie raison effectivement. Votre visite, l'objet, c'est quoi? C'est de contrôler les médecins, c'est de contrôler notre système de santé. L'objectif final, c'est quoi? Alors, faut recadrer la fonction ordinale. Oui. La fonction ordinale, faut pas perdre de vue. Bien entendu que, de façon générale, on pense que c'est une fonction au service des médecins. Oui. C'est une évidence dans la mesure où il s'agit de contrôler, il faut le dire, de contrôler la qualité des diplômes, la réalité des diplômes, le perfectionnement professionnel, etc. Et puis aussi avec une action qui est pas très bien vécue en général, qui est l'action disciplinaire. Mais enfin, il ne peut pas y avoir un corps professionnel sans qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là. La deuxième raison qu'on oublie un petit peu souvent, le Conseil de l'ordre est aussi au service des patients. Ah oui. Et comment, justement, pour que l'organisation médicale tourne bien, il faut et que les patients soient pris en charge, il est des prérogatives d'un Conseil de l'ordre de s'assurer de l'accès aux soins. Donc la motivation majeure, essentielle, c'est de faire des constats, et ensuite des propositions, pour que l'accès aux soins soit normal pour tout le monde. Et il faut qu'elle soit, sinon égalitaire, au moins possible. Constat et rapport auprès de qui? Alors, les rapports sont faits évidemment auprès des institutions, ce qui est normal, auprès des institutions des pouvoirs publics. Ministère de la Santé? Ministère de la Santé, Présidence de la République, Premier ministre, selon les thèmes qui sont abordés, et d'une façon beaucoup plus large auprès des décideurs, c'est-à-dire auprès des politiques. Alors, à Mayotte, ça donne quoi? Votre regard sur Mayotte, est-ce que on est dans les clous ou on est encore en phase de progression? Alors, le constat actuel qu'on peut faire, c'est qu'on est dans les clous, mais au début d'un long chemin. D'accord. On avait eu le sentiment, il y a 3 ans... On a beaucoup de retard? Oui. Oui. Oui, il y a beaucoup de retard. Il y a beaucoup de retard, non pas dans le problème des infrastructures. Je pense qu'il y a des départements hexagonaux qui seraient jaloux de voir, si vous voulez, les équipements dont dispose le département de Mayotte. Mais le problème, il y a une inadéquation totale entre l'offre de soins et la demande de soins. Le désert médical. Désert médical, on n'aime pas beaucoup ce terme-là, parce que le désert, non, c'est pas vraiment un désert médical, mais c'est vraiment le problème de la demande. La demande est forte. Et il est évident que nous devons particulièrement veiller, c'est une fonction essentielle de la part du Conseil de l'ordre, de veiller à ce que toute personne, tout homme, toute femme, tout enfant, quelles que soient ses origines, son statut, on s'en moque de tout ça, c'est qu'il ait le droit à la santé. C'est un droit. Alors, on peut galvauder ce terme de droit à la santé parce que, est-ce qu'on a le droit de vivre? Est-ce qu'on a le droit de mourir? On ne s'en sort pas de ce débat. On a simplement le droit à la santé, ça veut dire que chacun doit pouvoir accéder aux soins. Et pas aux soins minimums, je veux dire aux soins tels que l'état de la science médicale le fait. Ça honore la République d'avoir une offre de soins qui soit de niveau scientifique importante, internationale, mais il faut que ça soit appliqué, et il faut que ça soit appliqué dans tous les départements. Isabelle, une réaction? Oui, alors le conseil est arrivé lundi, vous avez rencontré depuis le préfet Frédéric Vaux, le directeur de l'hôpital, nos députés, nos parlementaires, Ibrahim Aboubacar, le sénateur Tani, et ce matin, avant que vous preniez l'avion, vous allez rencontrer le président de l'association des maires, Saïd Omar Wali. Mais aussi, hier, il y avait une conférence débat avec les professionnels de santé, donc médecins généralistes, praticiens hospitaliers. Quel est le sentiment qui ressort réellement ?
Alors la première chose, je voudrais quand même très, très officiellement rendre hommage aux professionnels de santé. Je ne parle pas des médecins, je parle des professionnels de santé dans leur ensemble. Parce qu'ils sont dans des situations de tension d'exercice qui sont considérables. Alors, c'est un peu variable selon les disciplines, mais c'est particulièrement inquiétant dans la discipline de l'obstétrique, la gynécologie obstétrique. Bien entendu, encore une fois, face à la demande. Oui. Il est évident que si on avait une demande, comme on dit de façon un petit peu ironique, et je m'en excuse d'avance, du niveau de la Creuse, oui, le problème ne se poserait pas. Et pourtant, la Creuse est aussi en souffrance par rapport... Oui, sauf que chez nous, on a 10 000 naissances par an. Par rapport au nombre. Et de façon un petit peu galvaudée, en France, on est toujours en train de dire oui, la plus grande maternité de France, elle est à Mayotte. Mais oui, elle est à Mayotte. Mais la plus grande maternité de France, les dispensaires inclus, bien entendu, à Mayotte ne dispose pas des moyens, notamment humains ou professionnels. Si on peut faire face aux besoins matériels, ça c'est une évidence, on peut le faire. Je vais dire, ça coûte de l'argent, mais c'est facile à faire. Ce qui est difficile à réaliser, c'est d'avoir des professionnels compétents. Monsieur Vorwer, vous parlez de matériel, de moyens, ça on l'a entendu aussi de la part de certains syndicats qui sont venus et qui, tout le monde est d'accord là-dessus, tout le monde dit la même chose. J'aimerais qu'on revienne également sur ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que vous nous dites on est là aussi pour contrôler les diplômes, les vrais faux diplômes. Est-ce qu'on a, clairement, est-ce qu'on a des médecins à Mayotte, des gens qui se disent médecins à Mayotte et qui travaillent sans avoir les bons diplômes à ce jour? Est-ce que ça existe? Alors, pas de langue de bois sur Coisy. Il n'y a pas de langue de bois. De ma part, il n'y a pas de langue de bois. Parfait. On n'a pas identifié, à l'heure actuelle de faux diplômes. La difficulté réside en ce que les formations initiales de certains diplômés, notamment extra-européens, ne répondent pas aux critères d'équivalence qui sont appliqués non pas en France, mais en Europe, d'une façon générale, puisque nous sommes tenus aussi par les directives européennes. Et de ce côté-là, il y a des difficultés. Difficulté, ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent arriver d'Afrique, de Madagascar ou d'ailleurs, et qui ont des diplômes et qui ne correspondent pas à nos règles. On avait eu le cas de la stagiaire algérienne, Patrick, si vous vous rappelez. Absolument. Et évidemment, le traitement de ces dossiers-là, il est un petit peu délicat. Je veux dire que quand on le voit par le prisme, on va dire le prisme à Paris, le prisme des commissions nationales de qualification, il est évident qu'il y a des difficultés qui naissent. Parce que ce prisme est déformateur, si je puis dire. Les commissions ne sont pas sur le terrain. Ce n'est pas l'ordre, il faut bien préciser les choses, ce n'est pas l'ordre qui qualifie. Il assure la qualification, il vérifie la qualification, mais il ne fait pas la qualification. Parce que ces commissions, elles sont présidées par des universitaires. Et il est évident que les universitaires ont des critères de formation. Et ces critères de formation ne sont pas obligatoirement remplis par quelqu'un qui a eu une formation. Vous avez évoqué le problème d'une médecin algérienne. Elles ne sont pas forcément les mêmes qu'à Oran, qu'à Paris, si vous voulez. Et ça n'enlève rien à la formation, à la qualification de l'intéressé. On a un deuxième problème, c'est qu'on a un certain nombre de praticiens qu'on dit de médecins généralistes. Je rectifie, médecins spécialistes en médecine générale. Ces praticiens ont acquis des compétences en gynécologie. J'ai rencontré hier, dans cette soirée, une praticienne qui a exercé un peu dans ma sphère d'influence, si je puis dire, à Creil en Picardie. Et qui est venue, qui a quitté les brumes de Creil pour travailler ici. Mais comme elle m'a expliqué, ils sont au bord de l'épuisement, pour ne pas utiliser le terme anglo-saxon de burn-out. Ils sont au bord de l'épuisement compte tenu, et elle m'a expliqué qu'elle craignait d'être dangereuse. Je la rassurais, je dis vous n'êtes jamais dangereuse, bien au contraire, vous êtes compétente. Le problème, c'est que la sécurisation de votre activité n'est pas assurée. Cette sécurité, elle ne répond pas aux critères tels qu'ils sont prévus hexagonaux. Alors, c'est facile de dire qu'il y a des critères, ils ne sont pas respectés, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi, les solutions? Oui, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a des solutions. Malheureusement, j'ai écouté l'interview précédente, et ces solutions sont aussi hypothéquées par une certaine lenteur. Nous avons
obtenu, au bout d'années de combat, la possibilité de la validation des acquis de l'expérience. C'est une voie. Un praticien qui a exercé une discipline et à l'intérieur de cette discipline une activité plus particulière doit pouvoir valider ses droits. C'est pas facile, ça se met en route, c'est difficile, et l'exemple ici à Mayotte, beaucoup de praticiens mériteraient cette validation. Beaucoup de professionnels de la santé d'une manière générale, beaucoup. Certains nous ont envoyé des mails, des SMS, parce qu'on a annoncé effectivement votre arrivée sur ce plateau, et beaucoup de ceux qui nous ont envoyé des mails disent qu'en fait il n'y a rien qui change. Que depuis 3 ans, on n'a pas vu forcément, mais on n'a pas vu forcément d'évolution, et que les problèmes qu'on avait il y a 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans, on a les mêmes encore aujourd'hui. Oui, alors c'est certain, ça c'est clair, la perception qu'on a effectivement pour changer quelque chose d'aussi fondamentalement déficient, c'est un peu difficile. Et il faut un peu de temps. Malheureusement, il faut l'accepter, cette notion-là. Nous, on a le sentiment que si rien n'a changé, ça pourrait changer, ce qui est fondamental. J'avais l'impression, alors c'est à titre personnel que je parle, j'avais l'impression il y a 3 ans d'une certaine désespérance, disant on n'arrivera jamais à rien faire. J'ai l'impression qu'on peut faire quelque chose. Mais il faut qu'on se donne les moyens. Il faut aussi qu'on éclate la rigidité administrative. Oui. On est dans une situation... Ça veut dire quoi? Ça veut dire des réformes? Ça veut dire des réformes adaptées. Ouais. Ici, vous êtes dans une situation de départementalisation. Fort bien, c'est une décision politique. Cette départementalisation, elle suppose quand même ici des spécificités. Et on a, si on peut quand même comparer non pas les problèmes, mais le statut avec la Guyane, par exemple. La Guyane est une entité territoriale. C'est une région-département. Donc, par conséquent, elle gère. Bien sûr, il faut de l'argent. Il faut que l'État apporte les moyens de le faire. Elle gère, et elle gère sans avoir, j'ai évoqué le grand frère La Réunion, le petit frère La Mayotte. Et c'est un peu difficile quand on est un petit frère. Eh oui. Isabelle. Aujourd'hui, on parle beaucoup de télémédecine. Est-ce que la télémédecine serait une piste intéressante pour notre département ? Alors, pas que pour votre département. La télémédecine est une piste intéressante pour l'ensemble de l'activité médicale. On parle de Mayotte. Alors, c'est très important. Le problème de la télémédecine, il n'est pas technique. Les techniques sont en voie de solution. On peut toujours les améliorer. Mais il est à chaque bout de la chaîne, il faut des compétences. Si la télémédecine doit se résumer simplement à faire des clichés et à les faire traiter Dieu sait où dans le monde entier, c'est pas ça la télémédecine. C'est aussi la constitution à distance d'équipes et de compétences qui vont se concerter pour le bien du malade. Dernière question, vous avez évoqué tout à l'heure le côté politique des choses, oui. Parce que forcément ça va avec. 2017, juin 2017, oui. On parle de l'alternance. Est-ce que c'est quelque chose qui peut compter dans le fait de passer du statut d'espoir à la réalité? On l'espère. On l'espère non pas à travers les changements politiques. Chaque citoyen est libre de ses opinions et c'est pas là-dessus que je veux, sur ce terrain-là, que je veux aller. Je dis simplement, dans le cadre des temps politiques, on a une meilleure écoute. Ouais. On a une meilleure écoute. Alors les promesses électorales, on sait comment qu'ils les engagent. Mais enfin, ça c'est une chose, mais n'empêche qu'il en reste toujours quelque chose. Et dans les rapports que nous faisons, qui ne concernent pas que Mayotte, dans le rapport très général actuellement de la situation du système de santé en France, nous allons effectivement soumettre ces rapports aux différentes entités politiques qui veulent accéder au pouvoir. C'est-à-dire qu'il faut regarder l'homme politique qui proposerait le plus de réformes ? Ah ben c'est pas qu'il propose le plus de réformes, c'est qu'il faut que les réformes soient compatibles avec nos principes de moralité, de compétence. Je voudrais quand même 30 secondes. Juste pour conclure, ajouter et lancer un appel. Pour Mayotte, il faut que les politiques locaux s'investissent davantage. Il n'y a pas assez d'investissement de la part de la communauté des communes. Il n'y a pas assez d'investissement de la part du conseil départemental dans le temps santé. C'est un partenariat, et c'est un partenariat, on a le sentiment que ce partenariat n'existe pas de façon suffisamment développée dans l'île. Walter Vorwer, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.